Bon, alors bonjour à tous. Merci d'avoir bravé les éléments déchaînés pour venir passer cet après-midi. Donc, pour parler des encyclopédies nationales dans l'entre-deux-guerres, enfin des mathématiques dans les encyclopédies nationales. Alors juste quelques mots très généraux de présentation. La série d'exposés de cet après-midi s'inscrit dans une succession de travaux en fait que nous avons commencé à entreprendre avec Rosanna et Guillaume et d'autres aussi il y a 2 ans, et qui s'est traduit par le fait qu'il y a déjà eu 2 colloques. Un qui a eu lieu à Lille et à Lens en novembre 2015, et une deuxième édition qui a eu lieu à Vienne en juin 2016, où on a donc réuni un panel de gens, dont un certain nombre sont dans la salle, pour parler de cette question, donc de la façon dont les mathématiques ont été présentées, ont été incluses dans les phénomènes d'édition d'encyclopédie nationale dans l'entre-deux-guerres. Un phénomène très impressionnant dans son ampleur, dans la mesure où, dans de très nombreux pays européens, pas seulement européens, mais en tout cas, nous, on s'est concentré sur le cas européen, et bien donc des entreprises éditoriales d'encyclopédie nationale vont être mises en place avec des objectifs qui peuvent varier, enfin qui ont été assez différents suivant les pays, notamment, et c'est pas très étonnant, et ça viendra dans le courant des exposés de cet après-midi, notamment à cause évidemment des différentes convulsions politiques que l'Europe a pu connaître dans l'entre-deux-guerres. Ce qui a fait qu'un certain nombre de ces publications avaient des visées, disons, de propagande politique tout à fait claires. Voilà, alors l'après-midi donc, se déroulera en 2 temps, comme d'habitude. Il y a d'abord 2 heures d'exposés, 3 exposés donc, qui vont se succéder. Il y aura une demi-heure de pause, avec une petite complication qui est que, comme ce sont les vacances scolaires, la cafétéria est fermée, mais si j'ai bien compris, je ne dis pas de bêtises, au 2e étage, il y aura donc une pause café qui nous attendra. Et en dernière partie, donc, il y aura 2 heures de table ronde pour discuter donc de cette question des encyclopédies nationales. Alors les 3 exposés de cet après-midi, il y aura d'abord donc Rosanna qui va parler du cas de l'Enciclopedia Italiana, donc l'encyclopédie italienne, ce qui sera suivi par Roman Murawski qui parlera du cas polonais, ou plutôt des cas polonais, parce qu'il y a plusieurs projets encyclopédiques qui ont été lancés. Et puis donc moi-même qui conclurai cette partie d'exposé avec un exposé où je vous parlerai un peu de l'encyclopédie soviétique. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer et je laisse Rosanna parler de l'encyclopédie italienne. Bon, merci beaucoup. Donc, moi, je vais commencer par quelques éléments méthodologiques. Donc, c'est-à-dire, je vais parler en particulier d'un type d'analyse pour aborder les cas des encyclopédies, un peu en général, qu'on peut appeler macroscopiques, dans le sens qu'on va un peu étudier l'encyclopédie dans son ensemble.
Donc, premier point, donc les responsables en fait du comité éditorial et surtout les responsables de la section mathématiques, donc qui sont et comment ils sont choisis. Là, parfois, il y a aussi des comment dire, en particulier quand il y a un gouvernement fort, comme dans le cas de l'Italie et de l'Union soviétique, voire dictatorial, cet engagement est parfois marqué. Donc, le deuxième point concerne la structure et l'organisation de l'ouvrage. Donc, un des choix fondamentaux pour la constitution d'une encyclopédie est l'organisation par sujet ou en ordre alphabétique. Donc, il y a par exemple l'encyclopédie française qui est organisée par sujet, tandis que normalement, la plupart des encyclopédies sont organisées en ordre alphabétique. Donc, ces choix ne concernent pas directement les mathématiques, bien sûr, mais a sans doute une influence sur la façon dont les mathématiques sont présentées dans les encyclopédies. Donc, troisième point, les auteurs ou les non-auteurs, donc c'est-à-dire ceux qui refusent pour des raisons diverses. Voltaire, par exemple, répond négativement à Giovanni Gentile, qui a été le chef du comité éditorial de l'Encyclopédie italiana pour des raisons politiques. Et donc, mais en général, quels sont les critères qui ont été adoptés pour choisir les auteurs, par exemple? Donc, et aussi, combien d'auteurs étrangers, combien d'étrangères parmi les auteurs il y a, en fait. Cet indicateur peut être important dans certains pays, à régime autoritaire, comme par exemple encore l'Italie et la Russie, et ou à vocation nationaliste. Donc, les quatrième points concernent les sujets ou les entrées mathématiques. Et ce qu'on peut remarquer, de quelle manière une certaine intervention du gouvernement dans les encyclopédies, même si nos analyses concernent plutôt les mathématiques. Donc, les choix ne sont pas toujours neutres. Et donc, à côté, en effet, des entrées obligatoires et donc incontestables, par exemple, géométrie, fonction, point, droite, etc., qui forment la majorité des entrées concernant les mathématiques. Par contre, certains choix gouvernent, par exemple, les entrées biographiques. Donc, parmi les mathématiciens du passé, cités dans l'encyclopédie italienne, les Italiens sont souvent très nombreux, et d'ailleurs pas seulement dans les entrées biographiques. Ce qui conduit à une image des mathématiques ayant l'Italie comme barycentre, très en accord avec les idées nationalistes typiques de l'idéologie fasciste. Et voilà. Donc cette approche est encore plus visible dans certains entrées spécialisées. Et donc je pense à l'entrée géométrie, dont les paragraphes 9 concernent la géométrie non euclidienne, où on mentionne plutôt les contributions de Cataldi, Vitale, Giordano, Bitonto. Donc, et les autres noms cités sont Euclide, Saccheri, Wallis, Lambert, Legendre, etc. Et donc, par exemple, Helmholtz et Lie ne sont pas mentionnés, même si, comme je disais, donc Cataldi est normalement moins connu que Lie ou Helmholtz. Voilà. Donc le cinquième point concerne la maison d'édition, qui joue un rôle aussi, et également en coopération parfois avec les instances politiques et publiques, et donc il mérite d'être pris en considération. Donc, un autre aspect sont les rééditions. Donc, dans le cas de l'encyclopédie italienne, elle fut rééditée exactement de la même façon après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est le cas pour les autres encyclopédies? Apparemment, pour l'encyclopédie russe, par exemple, les choses sont totalement différentes. Et donc, dernière question concerne les temps longs. Donc, la finalisation en fait, d'une encyclopédie est un travail qui prend un temps long, parfois très long. Est-ce qu'on peut remarquer des différences d'approche? Donc, cette question a un sens surtout quand on considère une encyclopédie née et grandie sous un régime totalitaire, notamment
dans les cas encore des Italiens, des Russes parfois en Espagne. Voilà, donc il y a quand même aussi une analyse un peu plus détaillée, donc que j'ai appelée microscopique à considérer. Donc, dans les cas des entrées des caractères généraux, comme par exemple mathématiques, géométrie, surface, etc., cette analyse pourrait donner des informations intéressantes sur les types de mathématiques envisagées. Quels sont les paragraphes et les sections choisies? Quelle est la place donnée, par exemple, à certaines disciplines ou sous-disciplines par rapport à d'autres? Par exemple, encore dans l'encyclopédie italienne, Enriquez et Fano, donc les deux auteurs de l'entrée géométrie, les deux font partie de l'école bien connue, de l'école italienne des géométries algébriques, mentionnent parmi les résultats géométriquement essentiels le développement contemporain de la géométrie algébrique analytique et citent Plucker, Klebsch, Cayley, etc. Néanmoins, un paragraphe est dédié à Cremona, donc les premiers chercheurs de géométrie projective en Italie. Donc, le deuxième point concerne les entrées interdisciplinaires, donc comment elles sont abordées. Donc, il y a plusieurs auteurs, par exemple, ou pas. Et quelle place pour les mathématiques? Donc, par exemple, l'entrée espace dans l'encyclopédie italienne a été rédigée par Enriquez, un philosophe qui s'appelle Calogero, et un philologue et intellectuel fasciste qui s'appelle Coppola, Celia Mussolini. Plusieurs auteurs, plusieurs approches. Il y a aussi une approche scientifique où on y discute, par exemple, la géométrie non euclidienne et l'apport des mathématiciens comme Riemann, Helmholtz à la théorie de l'espace. Donc, les entrées biographiques, dont le troisième point, c'est assez intéressant. Donc, ça concerne surtout, bien sûr, les mathématiciens du passé. Donc, je remarque encore une fois que les mathématiciens italiens sont très présents dans l'encyclopédie italienne. Et la bibliographie est aussi assez essentielle, donc quelles sont les références en fait qu'on considère et finalement quel angle d'approche est choisi pour les entrées et notamment les entrées mathématiques. Donc pour l'encyclopédie italienne, il s'agit de l'approche génétique par Enriquez, c'est-à-dire l'idée d'expliquer à travers l'histoire les disciplines mathématiques. Voilà, donc ça c'est un peu, comment dire, c'est que, bon, en réfléchissant un peu sur ces sujets, on a, comment on dit, j'ai pu mettre un peu en évidence. Et donc, par rapport à une étude comparative des encyclopédies, que c'est ce qui nous intéressait en fait au départ, il y a là aussi il y a des pistes, des réflexions, comme par exemple, est-ce qu'il y a, donc ça c'est le premier point, des niveaux mathématiques différents dans les encyclopédies? Et même si les explications sont élémentaires, est-ce qu'on mentionne des théorèmes ou même des théories récentes? Quel public est envisagé finalement? Donc, les auteurs, là c'est un autre point intéressant, donc ils sont les auteurs choisis, on l'a dit par la rédaction, et quelle est finalement leur couleur politique, et seulement des mathématiciens par exemple, ou aussi d'autres spécialistes d'autres natures. Et donc finalement, on peut se poser la question de comparer des approches différentes. Donc comment explique-t-on les mathématiques, notamment quel est le choix vis-à-vis d'une présentation plus ou moins axiomatique, plus ou moins constructiviste, etc. Donc, comment sont choisies les entrées biographiques, quelle est la bibliographie utilisée, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant pour une étude comparative. Et aussi, justement, donc, pour avancer dans ce type d'études, donc, quelle est la place pour les nouvelles disciplines mathématiques? Je pense par exemple à la logique moderne ou à la topologie en Pologne, ou même ailleurs. Sont-elles évoquées? De quelle manière? Etc. Donc,
finalement quels sont les liens avec les autres disciplines académiques, donc par exemple la physique, les mathématiques, avec la physique, l'économie, la philosophie, etc. Et donc finalement, quel est le rôle de l'histoire des mathématiques qui commence quand même à se développer selon une méthodologie propre pendant l'entre-deux-guerres. Donc, dans le cas de l'Italie, à cette époque-là, il y a par exemple des historiens des maths qui sont Ettore Bortolotti à Bologne et Gino Lori à Gênes. Donc, c'est assez intéressant de voir leur manière en fait, d'approcher l'histoire des maths, donc, qui est assez différente. Donc, finalement, j'ai utilisé un peu donc, cette méthodologie-là pour parler d'un cas particulier qui est celui de l'encyclopédie italienne et en particulier encore spécialement de la place de la relativité dans l'encyclopédie. Donc, c'est-à-dire utiliser un peu la théorie de la relativité comme une porte d'entrée pour questionner plusieurs choses différentes. Voilà. Donc, l'encyclopédie italienne, c'est une encyclopédie, et là, en effet, c'est assez rare, mais on trouve sur l'encyclopédie italienne plusieurs publications déjà. Donc là, c'est assez différent par rapport aux autres encyclopédies où il y a vraiment très peu. Même pour ce qui concerne les mathématiques, il y a des travaux, en particulier de Giorgio Bologna, qui concernent l'encyclopédie, en particulier les rôles de Federico Enriquez dans l'encyclopédie, parce qu'Enriquez était le responsable de la section mathématique. Donc, tandis qu'il y a des études bien plus générales et très intéressantes de Gabriele Turi sur l'encyclopédie italienne et les rôles de l'encyclopédie dans la culture fasciste de l'époque. On peut dire même dans la construction de la culture fasciste. Donc, voilà, donc là, ce qui ressort de cette étude, c'est d'un côté les difficultés relationnelles, on peut dire, entre Enriquez et Gentile, donc les premiers opposés au fascisme, mais finalement, il accepte la proposition de Gentile de diriger la section mathématique de l'encyclopédie italienne pour des raisons différentes. Donc, un autre point qui ressort, c'est en fait la coordination difficile entre les sections différentes de l'encyclopédie, donc les mathématiques, la physique et l'ingénierie en particulier. Donc finalement, ce qui par contre a étudié surtout Bologna, c'est de voir un peu comment la conception de la géométrie d'Enriquez rentre dans, comment dire, ressort aussi dans l'encyclopédie italienne. Voilà. Là, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il existe dans l'encyclopédie une méthode un peu pédagogique pour présenter les différents sujets, qui est la méthode historique. Cette méthode est appelée par Gentile aussi donc, et Enriquez. Donc, c'est-à-dire l'idée donc, qui est propre en fait, de la philosophie d'Enriquez aussi, de la pédagogie aussi d'Enriquez, d'écrire dans une manière, comment dire, historique, donc à travers l'histoire, donc de faire comprendre à travers l'histoire des problèmes généraux, donc, et donc d'expliquer la genèse, le développement de ces problèmes à travers l'histoire. Et donc, ce qui écrit Gentile, qui est les chefs de l'entreprise, dans sa préface, c'est donc il dit que cette méthode-là existe, pas seulement dans les articles en particulier, mais aussi comme un système, donc comme une méthode générale qui traverse un peu toute l'encyclopédie. Donc,
Comme je disais, la section mathématique était dirigée par Enriquez, donc il y avait un secrétaire qui est Fantapié, qui était un analyste. Après, il y avait Fermi, qui était éditeur, était aussi éditeur d'autres sections, là aussi pour aider à la coordination. Donc, les mathématiques étaient considérées comme distinguées en, vous voyez, la A, B, C, D, donc en 4 parties. Dans la partie analyse et géométrie, donc c'est les mathématiques, ce qu'on appelle pures aujourd'hui. Donc la B, c'est la mécanique. Après, la mécanique céleste et les théories physiques mathématiques. Donc vous avez déjà une image des mathématiques qui est beaucoup plus appliquée de ce qu'on a normalement, comment dire, on pourrait penser aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a dirigé la section physique, qui dirigeait la section physique, était Michele La Rosa. C'est assez intéressant, en fait, parce qu'il était opposé à la relativité, comme plusieurs physiciens de l'époque. Et donc, voilà. Donc, je vais surtout, comme je disais, considérer tout ça par rapport à la théorie de la relativité pour voir un peu quel est le cadre, donc l'image de cette théorie qui ressort un peu de l'encyclopédie. Donc, pourquoi j'ai choisi la théorie de la relativité? Parce que c'est une entrée, en fait, interdisciplinaire. Donc, c'est une théorie nouvelle, même si on est donc à la fin des années 20, mais il y a, comme je disais, plusieurs opposants, pas seulement en Italie, parce que donc celui qui dirige la section physique, qui est Michele La Rosa, est opposé à cette théorie, parce que la théorie de la relativité, en particulier la relativité générale, est strictement liée à d'autres théories mathématiques intéressantes, et qui sont par exemple la géométrie non euclidienne, mais aussi les calculs tensoriels, les transports par parallélisme, etc. Et parce que les mathématiciens, on verra, les mathématiques jouent un rôle essentiel. Donc, quelles sont les questions que je me suis posées? Et donc, comment les entrées plus générales, comme mathématiques, physique, espace ou géométrie, traitent la théorie de la relativité. Quel est le rôle des mathématiques et des entrées des mathématiques et des physiques, de quelques entrées des mathématiques et des physiques avec cette théorie. Donc, est-ce que l'image qui ressort de cette théorie est-elle une image d'une théorie déjà affirmée, acceptée ou pas, par exemple, parce que c'est un moment où ça, c'est pas évident. Et donc, quel est le rôle, comme je disais, des mathématiciens dans cette théorie? Donc, les auteurs, ceux qui, comment dire, en fait, écrivent cette théorie sont donc Guido Castelnuovo, qui est à Rome, un spécialiste de géométrie algébrique, mais qui a aussi travaillé sur les probabilités. Donc, il a écrit aussi des contributions à la théorie de la relativité et à des probabilités et de la relativité. Gialanella est un astronome de Rome. Et donc, l'approche est toujours la même, c'est-à-dire d'expliquer à travers l'histoire cette théorie. Donc, il y a plusieurs parties que je trouve assez intéressantes pour ma recherche. Donc, quelle est la signification philosophique de la théorie de la relativité, par exemple, mais aussi donc, quelles sont les conséquences de cette relativité? Est-ce que ça a été vérifié ou pas encore? Donc, c'est-à-dire, ça c'est important aussi pour dire, intéressant pour dire si la théorie est vraie ou fausse, voilà, ou peut être aussi fausse. Donc, comment les auteurs décrivent
cette théorie. Donc, il y a, à travers la description classique, c'est-à-dire les deux postulats d'Einstein, mais aussi, c'est assez intéressant, il montre aussi d'autres possibilités. Donc, c'est-à-dire, il montre aussi une théorie d'Eritz qu'à ce moment-là, comme on dit, s'opposait un peu à la théorie d'Einstein et qui quand même était capable d'expliquer l'expérience de Michelson-Morley. Donc, c'est-à-dire, il parle de la théorie de la relativité, mais il montre aussi d'autres approches possibles. Voilà. Même si finalement, il remarque que la théorie d'Einstein est plus acceptée que celle d'Eritz. Après, il y a plusieurs sections. Je voulais juste parler un petit peu de ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des compléments mathématiques qui quand même sont assez techniques, il faut dire. Donc, on parle des coordonnées riemanniennes, tenseurs métriques. On parle aussi des équations d'Einstein. Voilà. Mais on les montre aussi. Donc, sont vraiment comme on dit, il y a une approche assez scientifique. Donc, et après, on aborde les problèmes cosmologiques. Et on va montrer quelles sont les conséquences possibles de la théorie de la relativité sur les problèmes cosmologiques. Donc là, je trouve assez intéressant cette section, c'est-à-dire sur la signification philosophique de la théorie de la relativité, parce qu'en fait, elle est distinguée en trois parties. La première partie est la notion de l'espace et du temps, donc on parle du problème kantien. Et là, on dit clairement que les mathématiciens du 19e siècle ont déjà plus ou moins résolu ce problème-là. Deuxième partie, on parle plutôt des problèmes de la dynamique, donc on va faire la comparaison avec la théorie classique de Newton. Et donc là encore, on dit que déjà Lagrange avait remplacé les forces par la géométrie, donc par les connexions géométriques. Et finalement, Leibniz avait aussi remarqué qu'il n'y a pas de différence entre les mouvements relatifs et les mouvements absolus. Donc là, pour dire que, comme vous voyez, il y a un peu l'idée que les mathématiciens avaient déjà tout résolu plusieurs années avant Einstein. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont posé les mêmes questions qu'Einstein même avant, et même s'ils n'ont pas poussé les choses jusque-là, quand même, ils ont fait des avances, des progrès remarquables. Donc, voilà, là, je vais un peu vite, là. Donc, j'ai aussi analysé les entrées qui étaient liées un peu à la théorie de la relativité, donc comme les tenseurs ou les calculs différentiels absolus ou les transports par parallélisme. Et là, j'ai remarqué en fait qu'il y a une mathématique assez puissant. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est une mathématique assez difficile en fait, à comprendre. Ce n'est pas évidemment vraiment pour un large public. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, donc là, je ne peux pas, il n'y a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est que l'idée qui ressort, c'est un peu celle que les mathématiques donc, étaient importantes dans le passé, dans le sens pour arriver à se poser les bonnes questions qui ont permis à Einstein de formuler la théorie de la relativité, mais c'est aussi important pour le futur, parce que plusieurs fois on dit pour comprendre le futur de quelque sorte, c'est la théorie unifiée des champs. Et donc, pour arriver jusque-là, il faut, par exemple, la théorie des connexions, donc Cartan, Weyl, etc. Donc, c'est ça aussi que
qui est assez intéressant. Là, vous voyez, par exemple, dans les calculs différentiels absolus, donc dans les calculs tensoriels. Donc là, c'est une entrée qui a été rédigée par Amaldi et Levi-Civita. Donc Amaldi est un physicien qui a écrit plusieurs ouvrages avec Levi-Civita. Donc il parle un peu de la théorie du calcul tensoriel, un peu comme une théorie, vous voyez, prédestinée à devenir les mathématiques, donc à être en tout cas essentielles pour la formulation mathématique de la théorie de la relativité. Donc c'est un peu une marche, les mathématiques, on l'aperçoit un peu comme une marche vers la vérité, en quelque sorte. Donc, il y a d'autres entrées connectées à la théorie de la relativité dont je ne peux pas parler, mais à chaque fois, donc, c'est que l'image qu'on a, donc, c'est que l'utilisation à chaque fois de la méthode historique, comme je disais, comme méthode pédagogique. Donc, après, on va étudier les conséquences des théories, bien sûr, et le rôle des mathématiciens dans la construction de ces théories est toujours très important. Et donc, et après, finalement, ce qui est une autre chose, c'est l'effet que la mécanique classique est toujours vue comme un cas particulier de la relativité. Ça, c'est assez répandu. Donc, comment, en fait, la relativité est abordée dans des entrées plus larges, comme par exemple l'espace, espace, mouvement, mais aussi par exemple géométrie, mathématiques, physique. Bon, il faut dire que, sauf pour la physique, que quand même c'est une entrée qui est très très petite par rapport à l'entrée mathématique. Les autres sont plus ou moins gérés par des mathématiciens, sauf bon, parfois par des philosophes. Comme donc l'effet donc Calogero par exemple était un philosophe, mais sinon ce sont surtout les mathématiciens qui s'occupent des théories physiques mathématiques, dont la théorie de la relativité, et aussi de tout ce qu'il y a, comme on dit, qui est connecté à cette théorie. Voilà. Donc la relativité, comme je disais, donc, est présente dans toute cette entrée. Et toujours, on a plus ou moins la même impression. Donc, c'est-à-dire, il y a donc, la description est fortement mathématique. Et il y a aussi les rôles fondamentaux des mathématiques et des mathématiciens, à la fois dans l'histoire de la relativité, mais aussi, comme je disais, dans les futurs de la théorie. Donc, je ferai quelques remarques finalement. Donc la relativité et les entrées qui sont connectées à la relativité montrent encore une fois la relevance de l'approche historique. Donc le niveau mathématique des entrées relativité, mais aussi des autres entrées connectées, donc, où la relativité est traitée, est assez élevé. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en effet, à cette époque-là, les mathématiques en Italie étaient... Donc, il y avait quand même Voltaire, à l'école italienne de géométrie algébrique, Enriquez, qui était un des représentants, un des plus illustres représentants de cette école, qui était à la tête de la section mathématique. Mais il y a aussi donc les enseignants des mathématiques, même du lycée et collège, qui ont à cette époque un excellent niveau en mathématiques. Ils sont formés dans les écoles, dans les scuole di magistero, par exemple, et qui ont été fondées vers la fin du XIXe siècle.
vers les années 80. Et il participe à plusieurs conférences, par exemple, organisées dans les universités. Il participe à donc ils écrivent dans des revues, dans des journaux qui sont justement adressés aux enseignants. Donc, il y a aussi des entreprises comme, je pense à l'Encyclopédie delle Mathematiche Elementari, donc l'encyclopédie des mathématiques élémentaires, qui a été créée aux années 30 et donc qui est adressée encore aux enseignants de mathématiques. Donc, il y a à la fois une tradition qui vient du 19e siècle sur la formation des enseignants et aussi une participation qui est du 20e siècle et surtout des enseignants à la vie académique. Donc, troisième point, les mathématiciens sont les auteurs de plusieurs entrées comme je disais, en physique mathématique, on a parlé de ça. Et donc l'image de la relativité qui ressort de l'encyclopédie italienne est celle d'une théorie émergente, mais déjà bien structurée, qui comprend aussi la mécanique classique comme un cas particulier. Donc voilà, il y a, comment dire, les mathématiciens ont un peu, comment dire, sortent un peu comme des héros de cette histoire. Il y a Ricci Curbasto et Levi Civita qui miraculeusement ont développé les calculs tensoriels, mais il y a aussi d'autres mathématiciens comment dire, qui vont développer très probablement des théories qui seront indispensables pour la future physique, qui est celle des théories unifiées des champs. Donc là, c'est assez étonnant aussi si on considère que Michele La Rosa, par exemple, c'est-à-dire qui dirigeait la section physique, était contraire à la théorie de la relativité. Voilà. Donc donc voilà, donc là c'est ce que je viens de dire en fait, les mathématiciens qui ont aussi un rôle important dans les futurs, donc je ne vais pas... Donc comme encore je vais conclure avec une idée des perspectives qu'on pourrait y avoir pour des études comparatives par rapport justement à cette entrée particulière, donc à cette théorie particulière qui est la théorie de la relativité, donc de regarder ça, à côté de ça, de voir aussi comment on va traiter d'autres disciplines semblables dans le sens interdisciplinaire et émergent à la fois, comme par exemple, je pense à l'aérodynamique, mais aussi, il y a aussi d'autres, et donc, et de voir un peu, dernier point, là c'est quelque chose en fait qui serait intéressant à regarder un peu en général. Donc, les encyclopédies devraient être en principe un moment de transition, si vous voulez, entre une connaissance d'élite et une connaissance grand public. Mais bon, je ne sais pas, par rapport à l'encyclopédie italienne, j'ai vu pas seulement évidemment l'entrée relativité, mais en général, on peut dire que les mathématiques sont assez difficiles, assez poussées, assez techniques, et donc, en fait, je ne vois pas, dans le cas de l'encyclopédie italienne, vraiment un public large. Voilà. Je me demande ce qu'on est pour les autres encyclopédies. Donc, il y a quelques références. Merci.